Moi c'est Claire, je suis infirmière en hospitalisation ici. Donc ce que je vous présente là, c'est mes résultats de Master 2. Je fais un Master 2 en 2013-2014 en éducation thérapeutique du patient et en didactique professionnelle. Et donc le PowerPoint que je présente, c'est cette recherche en fait. Donc que j'ai intitulé « Le travail de l'adolescent obèse, une conceptualisation incarnée ». La notion de travail du patient étant entendue comme la réalisation d'un ensemble de tâches à travers lesquelles le sujet transforme son environnement, gère les incertitudes liées à la maladie ou au traitement. Alors l'idée de cette recherche qualitative, c'était d'explorer le travail d'incarnation chez les jeunes filles adolescentes obèses, avec l'idée que l'activité personne obèse est actuellement définie principalement sur ce qui n'est pas fait devrait l'être, à savoir le manque de volonté, manque d'exercice, manque de retenue vis-à-vis de la nourriture, etc. Et à travers cette recherche, chercher à mettre en évidence le travail souvent non conscientisé, exprimé par les adolescentes en surpoids. Alors brièvement, le contexte sociétal et sanitaire, on connaît tous l'augmentation du nombre de jeunes souffrant d'obésité, l'altération de leur qualité de vie sur le plan somatique et psychosocial, des représentations sociales et une stigmatisation de l'obésité, à savoir passivité, apathie, etc. Et les spécificités de la problématique pubertaire, à savoir les changements physiologiques et psychologiques qui viennent bouleverser le vécu de la construction corporelle du sujet. Les situations problématiques, donc la comorbidité, l'association de souffrances physiques, psychosociales, de type dépression, mésestime de soi, isolement. Un vécu corporel pathogène avec des difficultés d'appropriation, voire d'incorporation. Des difficultés également de suivi au long cours, avec des reprises pondérales à court et moyen terme après notamment les séjours en hospitalisation, et également le coût des suivis thérapeutiques. Alors donc pour élaborer la question de départ, je me suis posé la question assez basique, qui est de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'obésité, avec un double constat. Tout d'abord la non prise en compte du corps comme sujet d'analyse, c'est-à-dire qu'on aborde généralement le corps d'un point de vue objectal et non comme sujet porteur de l'action. On parle en général des actions menées en direction du corps, mais non sur les actions portées par ce corps. Et comme le disait Varela, la connaissance dépend d'un monde inséparable de nos corps, de notre langage, de notre histoire culturelle, bref, de notre corporalité. Et un deuxième constat qui est la non-reconnaissance du travail de l'adolescent obèse, avec, comme je le disais, cette vision sociale assez apathique, passive de l'obésité, avec la non-reconnaissance de l'énergie, de l'effort considérable que requiert le fait même de porter un corps en surpoids. Donc, ce qui a abouti à la question de recherche, qui est en quoi l'accompagnement à la prise de conscience de ce travail d'incorporation par le sujet adolescent obèse peut contribuer à son développement et à l'amélioration de sa qualité de vie. Donc, voilà, c'est comment est-ce qu'à un moment donné on peut essayer d'aborder cette question du corps et de la corporalité pour pouvoir permettre à ces jeunes filles notamment de pouvoir avancer dans mieux se vivre peut-être. Donc un petit schéma brièvement pour expliquer en fait où se situe la question de recherche. Avec l'idée des entretiens que j'ai menés était de pouvoir accéder à la sphère à la fois intime, familiale et sociale de ces jeunes pour pouvoir en extraire. L'idée ce serait par la suite de pouvoir en extraire des outils thérapeutiques utiles notamment dans nos pratiques professionnelles. Donc le terrain de recherche, donc ça a été ici, donc l'hôpital du jour. Donc moi je travaille en hospitalisation. Donc effectivement, on s'est posé la question du coup de la posture justement. Qu'est-ce que je fais de ma posture d'infirmière pour passer justement à la posture de chercheur. Alors moi pour le coup j'ai vraiment fait le choix de me définir en tant que chercheur pour éviter justement qu'il y ait des amalgames sur le fait qu'ils m'identifiaient habituellement comme infirmière, parce qu'en général souvent ils sont en hospitalisation et après ils vont à l'hôpital de jour. Donc en sachant qu'en Master 1, j'avais fait un travail d'observation des postures, etc. Et donc là, on était plus sur un travail d'entretien. Donc j'ai fait des entretiens, j'ai fait 3 entretiens sur des adolescentes âgées entre 15 et 18 ans.
Donc quand j'ai fait mon master, les jeunes étaient accueillis alternativement tous les 15 jours, entre les 12-14 et les 15-18. Aujourd'hui, ça a changé. Hein. Aujourd'hui, donc, du coup, ça changerait peut-être un peu aussi, peut-être la donne, hein, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont suivis pendant 8 séances, mais hebdomadaires. Donc ça fait sur 2 mois. Et a priori, le suivi, la régularité est plus importante sur ce système hebdomadaire plutôt que bimensuel. Donc là, quand j'avais fait mes entretiens, il y avait une régularité des durées de suivi qui pouvaient être quand même assez variables. Alors les outils méthodologiques, alors c'est bon, j'étais un peu faiblarde là-dessus aussi, je n'étais pas dans la recherche qualitative à ce moment-là. Donc j'ai fait des entretiens semi-dirigés, donc auprès des adolescents de 15-18 ans. L'idée était de permettre la mise en récit des activités menées par les adolescents obèses en direction d'eux et par leur corps, avec une analyse de contenu. Alors moi j'ai eu pour référence Laurence Bardin, qui n'est pas, je pense, très grande référence. C'est une méthode assez particulière, très intéressante. Je ne sais pas si tu vas nous en dire un mot après. C'est pas beaucoup ce qu'on fait, nous, ce qu'on a l'habitude de faire. Bon, bah, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai abordé ça autour de grilles d'analyse catégorielle visant à mettre en évidence les conduites mises en œuvre dans des situations de référence. Alors, le cadre conceptuel, alors la particularité d'être doublement référencé, alors autour tout d'abord de la didactique professionnelle, portée par Vergniaud et succédée par Pastré. Donc ils ont développé la théorie de la conceptualisation dans l'action, le but étant de comprendre comment le sujet s'adapte au réel en organisant son action sur un modèle de schème en situation. Donc ce qui m'intéressait là-dedans, c'est le comment du sujet. Donc les éléments constitutifs de ce schème, qui est la base de la didactique, se fait sur 4 points. Le but ou intentionnalité, les règles d'action ou procédure, les invariants opératoires qui se divisent en théorèmes en acte, autrement appelés les propositions tenues pour vraies par le sujet, les théorèmes en acte, et les possibilités d'inférence. Alors je vais vous donner un petit exemple parce que comme ça fait c'est un peu lourd. C'est assez simple en fait. Si vous prenez l'exemple d'une chaise, si j'ai pour objectif, pour but de m'asseoir sur cette chaise, ça va être mon intentionnalité, mes règles d'action, mais la procédure que je vais mettre en œuvre, ça va être peut-être de la tenir, de plier les jambes, d'adopter une posture pour permettre cette assise. Les invariants opératoires, alors les concepts en acte, c'est ceux pour lesquels on va tous être d'accord. Ça va être, on part du principe qu'une chaise a forcément un dossier, a forcément une assise, etc. Les théorèmes en acte, et c'est ce qui nous va nous intéresser un peu là-dedans, comme je vous disais, c'est les propositions tenues pour vraies par le sujet, c'est-à-dire que si moi dans ma vie je n'ai rencontré que des chaises à 4 pieds, dans ma représentation de la chaise, une chaise a forcément 4 pieds. Si un autre a rencontré une chaise avec un pied central, du coup il aura d'autres... Donc on est vraiment là dans ce qui appartient au sujet, c'est pour ça que ça vous intéresse un peu plus. Et le dernier point qui est la possibilité d'inférence ou l'adaptabilité, c'est le fait que, moi, dans ce que j'ai dans les schèmes que j'ai eu l'occasion de construire sur la chaise, elles étaient toutes avec une certaine dureté. Si à un moment donné, effectivement, je me trouve avec une chaise molle ou plus basse ou plus haute, on a tous fait l'expérience sur un canapé quand on s'assied, on va réajuster notre posture au dernier moment pour pouvoir s'adapter à... Donc voilà, en gros, l'action se construit avec ces différents points. Et la vie va construire, va agrémenter de nouveaux schèmes qui vont étayer nos capacités d'action. Et donc le deuxième point, c'est l'énaction. Alors ce qui est intéressant par l'énaction, c'est que ce qu'on appelle la forme, c'est l'action comme forme incarnée de la cognition. C'est une approche neurophénoménologique qui étudie la manière dont le sujet percevant parvient à guider ses actions dans une situation donnée. Ce qui est intéressant dans l'énaction, c'est que c'est le corps qui est porteur de l'action, donc le corps qui devient sujet. Avec cette idée que l'action... Alors, ils ont développé la théorie de l'autopoïèse qui part sur un principe d'équilibre d'organisme dans son environnement. En gros, une action fonctionne si elle permet l'équilibre de l'organisme dans son environnement. Et donc ils ont introduit la notion de schème sensorimoteur. Donc on est dans une notion de schème aussi, donc une construction qui est grosso modo, on va le voir après, avec des terminologies qui sont assez proches de celles de la didactique.
Mais voilà, ce qui diffère principalement, c'est que dans la didactique, on est dans un schéma organisateur de l'action, la conceptualisation dans l'action, et dans l'inaction, on est dans une entrée par le corps en situation. Bon, voilà, comme je disais, nous on va s'intéresser surtout à l'approche au théorème, aux propositions tenues pour vraies par le sujet dans les entretiens, donc semi-dirigés, menés. Donc voilà, donc ça c'est la manière dont ont été pensés. Donc il y a eu 2 axes dans les entretiens, dans les résultats catégoriels qui ont été retenus. Donc il y a les schèmes qui appartiennent à la conceptualisation dans l'action, donc à une approche plus didacticienne, sur les actions menées ayant pour objet le corps, donc avec cette idée des conduites de l'action en direction du corps. Donc là, dans mes entretiens, ce qui est ressorti, c'est par exemple le schème du shopping avec les amis, je leur détaillerai un peu après. Et il y a 4 autres situations qui ont émergé dans une approche plus sénactive, où la conduite de l'action est in situ, où les actions menées avaient pour sujet le corps. Donc dans ces situations, j'avais le schème de la tenue face à autrui normopondéré, le schème de la tenue dans la prise des transports en commun, le schème de la réalisation d'une activité physique, le schème de la prise alimentaire. Alors un exemple concernant la conceptualisation dans l'action, les actions menées ayant pour objet le corps, donc une situation de référence, le schème du shopping avec les amis, la conduite mise en œuvre, dissimuler sa taille, les propositions tenues pour vraies, je ne peux essayer que je suis sûre que si c'est ma taille, donc si j'ai réussi à prendre en cachette ma taille. Voilà, les moyens et procédures, subtiliser un vêtement de la bonne taille, bref. Bon, je vous repasse un peu le détail, voilà, ça définit un peu les choses. Au niveau de l'inaction, donc les actions menées ayant pour sujet le corps, par exemple dans la situation de référence du schème de la tenue face à un autrui normopondéré, donc la conduite mise en œuvre, c'est cacher son corps. Et dans les propositions tenues pour vraies, je trouve des façons de m'asseoir, de tirer mon t-shirt pour ne pas que ça se voit, pour être plus plié sur moi-même, ou de rentrer le ventre pour que ça se voit moins. Donc là, on est vraiment dans du postural, dans l'idée d'adopter une posture spécifique. Donc on est vraiment dans une réponse, une action portée par le corps. Donc bon, voilà, je vous avais repris un petit peu les différents éléments. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a à la fois une variabilité des conduites et des possibilités d'inférence. C'est-à-dire que sur une même intentionnalité qui peut être, par exemple, garder la face, on peut avoir différentes conduites mises en œuvre avec des moyens et procédures variés. Mais par contre, ce qui ressort chaque fois, c'est que c'est par exemple dans une situation d'environnement sécure, ça peut venir complètement changer la réponse de ces jeunes filles notamment, qui par exemple exprimaient le fait de ne pas avoir besoin de se mettre en scène ou pas avoir besoin de cacher leur corps, ou favoriser l'interaction quand elles sont dans une situation, soit dans un contexte familial, amical, ou l'HDJ aussi ressortait comme un environnement sécure de par le fait de la dynamique de groupe. Un dernier point qui me paraissait intéressant, qui était ce que j'ai appelé l'externalisation, ou les actions énactées, désincarnées, avec l'exemple du schème de la prise alimentaire, où les conduites mises en œuvre finalement visent à externaliser le corps. Par exemple, mon corps est censé en avoir assez, mon ventre va demander à manger, c'est ton ventre qui décide si tu as besoin de manger. C'est qu'on se retrouve à la fois dans le corps qui est à la fois complètement extrêmement présent et complètement dépersonnalisé, morcelé, enfin voilà, mis à la troisième personne, avec certaines phrases du type ne plus avoir honte de lui. Et quand je rebondissais en disant de lui, enfin de soi, quoi, enfin c'est nous, enfin c'est moi, enfin c'est nous, avec cette idée qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'appartient plus au sujet, qui est subi par le sujet, qui ne lui appartient plus, comme une des jeunes filles qui décrit la graisse qu'elle porte comme un espèce de truc qui s'attache, sur lequel elle n'aurait aucune prise, en disant ça dépasse de partout, c'est dégoûtant, voilà, avec une espèce de quelque chose qui est comme ça, qui est extérieur au sujet et qui est comme quelque chose d'exogène, avec toute une angoisse derrière associée, avec l'idée que tout ce truc-là qui s'accroche à elle pourrait risquer
de les faire rejeter du groupe. Il y avait comme ça une espèce d'angoisse abandonnique sur le fait que les autres pourraient ne plus vouloir rester avec à cause de toutes ces choses extérieures qui s'accrochent. Donc finalement, ce qui a sorti dans les résultats, c'est que concernant sur les activités menées, c'est que les actions visent principalement à dissimuler le corps jusqu'à l'externaliser. On voit également l'impact du milieu sur l'action menée, voilà, qui peut influencer positivement ou négativement l'action. Également la mobilisation d'efforts considérables que requiert le fait même de devoir lutter pour garder la face, pour retenir son souffle, etc. Concernant la réappropriation corporelle, on voit l'importance de la mise en mots, on le verra sur un verbatim après, la notion de temporalité aussi, qui vient souligner le fait qu'effectivement, cette question de la réappropriation corporelle, elle nécessite une temporalité qu'elle ne se fait pas dans une brièveté. On a également donc l'importance, comme on disait, d'un environnement sécure et le développement individuel par la dynamique de groupe et alliance thérapeutique. C'est ce qui ressortait aussi des entretiens sur le fait qu'effectivement l'HDJ, le fait d'avoir un groupe d'adolescents ayant la même problématique et du coup qui redéfinit finalement une norme sur un temps donné, effectivement faisait qu'il y avait un vécu non jugeant et plus facile, facilitant la verbalisation et les comportements, etc. Donc ça, c'est propositions effectivement d'outils thérapeutiques, de construction d'ateliers de groupe ETP, plaçant le corps au centre du dispositif, avec un renforcement de l'environnement sécure, avec l'idée peut-être de sensibiliser un peu plus ces équipes de soins à l'approche corporelle et à la spécificité adolescente autour éventuellement de formation. Donc pour finir, j'avais mis ce verbatim qui était assez représentatif du cheminement qui peut se faire autour de ces questions de la corporalité. En parlant, on se fait des conclusions auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Celle de l'HDJ par exemple, j'avais jamais fait attention que j'en parlais, sous-entendu du corps, plus ouvertement, avec cette idée qu'elle était moins fébrile, qu'à chaque fois qu'on... un peu moins fébrile à chaque fois qu'on en parle parce que c'était vraiment un sujet tabou. Je ne savais même pas qu'il y a 2 ans si j'aurais pu vous en parler. Donc on sent bien effectivement qu'il y a quand même c'est un processus et qu'effectivement que traiter l'obésité, c'est certainement aussi oser parler du corps et mettre en exergue les actions menées par et pour celui-ci, pour pouvoir permettre au sujet, pour pouvoir être dans une approche peut-être plus constructive de l'activité et moins productive, dans le sens bouger plus, manger moins, dans quelque chose qui... Donc voilà. Et voilà. Bon, merci beaucoup Claire, c'était l'exemple d'une recherche aboutie, puisqu'elle a abouti même à un article qui est presque publié, on peut pas le voir. Encore dans les tuyaux. Qui aboutit quand même à des propositions thérapeutiques assez claires. Je pense que ça c'est... alors, c'est peut-être moins vrai en psycho, mais encore tu fais psychologue clinicienne, c'est vrai qu'il y a quand même une adaptation à avoir de la recherche qualitative qui est quand même largement plus répandue en sciences humaines qu'en sciences médicales. C'est l'idée qu'il faut quand même pouvoir proposer quelque chose. Faire une proposition, je pense que ça, c'est pas forcément toujours la règle en recherche qualitative. Et je pense que ça limite aussi l'impact de cette recherche-là. C'est vrai que quand on fait la recherche clinique quantitative classique, en général, on a une question de recherche, une conclusion qui permet d'adapter le soin. Et en qualitatif, souvent, on se perd un peu dans des questionnements et essayer de mieux comprendre et on oublie de proposer quelque chose. Et je pense que ça, c'est important. De ne pas oublier que derrière, on a des patients et que ce qu'on fait en recherche, ça doit aussi permettre d'adapter et d'améliorer le soin. Bon, alors, moi, je reste toujours sur ma fin, même si moi, je connais bien, mais je pense que tout le monde reste un peu sur sa fin de savoir comment tu veux. Peut-être que tu peux nous décrire un peu plus précisément comment tu penses tes chaînes. Alors, prenez-nous un petit... Parce que finalement, pour le coup, Michel est content parce que c'est une recherche qu'il a
protocole est très construit à l'avance et on est dans quelque chose qui est très chargé sur le plan, peut-être pas théorique, mais du moins cadre méthodologique, il est très... Sur le plan théorique et conceptuel, effectivement, il y a des paradigmes très forts en fait. On n'est pas dans l'hypothético-déductif, puisqu'on prévoit rien, enfin, on ne va pas vérifier une théorie, mais par contre, c'est une théorie méthodologique, on va dire, qui est très forte, qui donne un cadre très... montre-nous plutôt. Mais je sais pas qu'est-ce que tu veux. C'est un de tes exemples de chaîne. Ça ouais. Pas celui-là, l'un ou l'autre, pour nous expliquer, en fait, je suis reparti sur la structure, sur la structuration du schème au départ, qui est la situation de référence, les conduites. Enfin, c'est sur le schème, il se définit dans la didactique et avec des terminologies un peu différentes, mais dans l'inaction finalement, avec quand même une intentionnalité, quand même une procédure, quand même des formes d'invariants opératoires, mais c'est pas tout à fait le même terme dans l'inaction, et effectivement possibilité d'inférence. Alors Varela, il parle de satisfying, enfin une forme de satisfaction. En fait, c'est qu'en gros, si l'action réussit, c'est que voilà. Et du coup, j'ai utilisé les éléments constitutifs du schème pour construire la situation de référence et puis essayer d'en dégager. Je suis partie des propositions. Non, c'est vrai que dans l'ordre, je suis partie d'abord des propositions tenues pour vraies par le sujet, pour les regrouper de manière catégorielle, pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient avoir, qui appartenaient du coup effectivement à des actions en direction d'eux ou des actions portées par le corps. Et une fois que j'ai fait ça, effectivement, j'ai essayé de voir s'il y avait des situations spécifiques de référence qui ressortaient. Et après, j'ai remis dans les cases, j'ai regardé ce qui était un peu plus précisément les procédures, les conduites mises en œuvre. C'est-à-dire que ta méthode, elle te permet d'extraire un certain nombre de données de ton texte, et finalement, c'est ça la méthode d'analyse. C'est toujours le même problème, on construit très bien les choses avant, et puis quand on arrive à la méthode d'analyse, on ne sait jamais vraiment comment faire, on a ces entretiens, c'est très beau, il y a plein de choses dedans, mais comment faire. Et c'est vrai que là, ça a au moins l'intérêt d'avoir proposé un cadre assez rigide, mais qui est aussi très opérant dans ce que tu voulais chercher. Après, je sais pas quel nom. Enfin, c'est-à-dire que moi, je me souviens quand je l'avais présenté ici, tu m'avais demandé justement quel méthodo. Enfin, effectivement, j'avais pas de terme. Enfin, j'avais pas. C'est comme je sais plus le terme de la méthodo dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, ça par exemple, effectivement, je ne connaissais pas et j'avais pas. Après, moi, je l'ai fait parce que je suis partie de mon cadre conceptuel. Enfin, c'est mon cadre conceptuel et cette idée, cette question de du corps au départ qui a guidé effectivement mais c'est vrai que quand j'ai construit mon guide d'entretien, parce que c'était pas une grille d'entretien pour le coup, mon guide d'entretien qui était très ouvert, c'était effectivement celui de se raconter à travers les activités menées au quotidien, alors, sans réinsister sur la question du corps, parce que je savais que le corps viendrait. L'idée c'était de voir si d'ailleurs le corps venait ou pas dans les entretiens, et effectivement des fois il vient vite, des fois il vient un moment après, mais effectivement, c'était effectivement de passer par les activités, par des descriptions. Mais je sais que tout au début, moi, j'étais partie sur du Vermeer, j'étais partie sur des trucs hyper encore plus... c'est sur de l'analyse de l'action, mais vraiment, très ultra descriptif, en fait. C'est la personne qui va tout... alors du coup, j'avais 15 000 trucs, j'avais tout un truc très détaillé, très calé, machin, sauf que finalement, c'était pas du tout... Ça peut pas être du semi-directif, en fait. Finalement, je m'étais fourvoyée, j'avais un truc bien ficelé qui était bien rodé, j'ai fait toute ma page. En fait, j'étais complètement à côté, quoi. Parce que du coup, finalement, moi, j'étais dans un truc plus... parce que même si la méthode, finalement, le résultat est très dans des cases, les entretiens, pour le coup, c'était beaucoup de reformulation, de rebondis. Alors, moi, j'ai deux petits commentaires à faire. Donc, vraiment, bravo pour ce travail. Il y a une chose que j'apprécie beaucoup et qui est finalement, je trouve, assez rare, c'est que finalement, ce que tu viens interroger, c'est des concepts de la réalité. C'est-à-dire que ton analyse, en fait, tu ne la fais pas sur un phénomène que tu étudies, mais sur certains concepts de ce phénomène. Et ça, dans les séminaires un peu quali, qu'il y avait eu le séminaire à la Calicante,
je crois qu'il y avait un article qui en parlait, c'était celui de Mitchell, alors pas Michel, mais Mitchell de 2014, et qui montrait que finalement les mesures qu'on les faisait, ou les analyses quand on les faisait, souvent on les faisait des concepts et non de la réalité du phénomène. Et donc là, c'est finalement avoir un parti pris qui est assez clair, et de dire finalement, moi c'est dans un cadre conceptuel et que je vais faire l'analyse. Donc ça, je trouve ça super. En revanche, il y a un point avec du coup j'ai plus du mal à saisir, c'était vraiment de ce qui venait de ta démarche pour le coup méthodologique, à savoir comment finalement est-ce que tu en es arrivé là, c'est-à-dire quelle était un peu ta façon de faire, comment est-ce qu'à partir des entretiens tu en es arrivé à justement ces résultats. Et ça c'est peut-être encore quelque chose que j'ai pas très bien saisi. Ben, je pense qu'en fait, je pense que le leitmotiv, c'est vraiment, encore une fois, cette question de départ sur finalement, quand on parle d'obésité, on parle toujours de faut faire du sport, faut manger, il faut tout ça, et on sait très bien que, tout comme pour la cigarette, on sait que c'est pas bon, machin et tout, on sait bien que les jeunes filles ou les jeunes hommes, ils savent déjà tout ça, et je me suis dit finalement, qu'est-ce qui fait que ça colle pas, que ça marche pas, que le message, que c'est pas tant que le message n'est pas entendu, mais qu'ils n'arrivent pas à s'en saisir. Et du coup, en se posant la question du corps, effectivement, je pense que c'est d'abord le corps qui a fait émerger, le corps porteur, le corps dansement, qui a fait émerger effectivement les deux approches théoriques. Et du coup, finalement, c'est dans les entretiens, comme la manière dont j'amenais l'entretien, c'était de pouvoir accéder aux activités, ce que j'appelais les activités menées, surtout les actions menées au quotidien. Finalement, le fait d'aborder comment je me vis, parce que ça c'est beaucoup cette formule-là que je fais, comment tu te vis, genre à la maison, dans la famille, à la maison, machin. Finalement, la question du corps, elle venait de par ce biais-là, donc j'induisais la famille. Mais ça j'ai compris, mais tu as pris du coup des entretiens, tu les as retranscrits, ouais. Ou pas forcément? Ah oui, si, j'ai enregistré, retranscrit. Et après, une fois que tu les as retranscrits, quand tu avais du coup ces retranscriptions, après, comment tu as procédé? Alors j'ai procédé avec des codes couleurs. Tu es allé piocher? Je suis allée. Non, je crois que j'ai. Alors il faut que j'essaie de me souvenir. Alors j'essaie de me souvenir si j'ai d'abord été dans les actions sur et par le corps ou si j'ai d'abord été dans les thèmes. Je crois que j'ai été dans les thèmes d'abord, sur ce qui appartenait à la sphère familiale, la sphère intime, la sphère amicale, etc. Et après, j'ai essayé de voir ce qui appartenait. Ces catégories, tu les as construites en amont et après tu allais regarder, par exemple, sur le thème de la famille, tiens, ici il parle de la famille, ici il parle de la famille, ici il parle de la famille, ou tu allais du texte vers reconstruire ces différents thèmes? Il y avait ce que moi j'avais mis a priori, et puis il y avait des éléments qui sont ressortis a posteriori, c'est-à-dire qu'effectivement quand on se retrouve avec la question des transports par exemple, la tenue dans les transports, ça pour le coup, c'est pas quelque chose que j'avais mis, mais effectivement il y avait des éléments posturaux et autres dans les actions qui me paraissaient importantes de faire émerger. C'est-à-dire qu'il y avait, moi j'avais ma trame de départ et il y a ce qui... D'accord, j'ai compris. Donc il y avait très trame, mais il a été complété par finalement des choses qui ont émergé à partir du matériel. Ouais.